Madame, monsieur, bonjour et bon appétit. Nous sommes ensemble avec vous jusqu'à 14 heures et dans un instant, on va recevoir Inès Bouchot-Choisy, la directrice du comité territorial du tourisme de Saint-Barthélemy et aussi de Saint-Martin. Ensuite, Maëlle Colombe, c'est une orthophoniste. Les orthophonistes sont en danger, elle va nous expliquer pourquoi. Les masques, vous savez comment on les met? Non, pas comme ça. Enfin, on verra, on va ça tout à l'heure. Charline Gourdet, psychologue, on la connaît maintenant. Elle sera avec nous vers 13h30 à peu près. Et puis on va terminer en culture avec Martine, comme chaque mercredi, mais jeudi. Hein. Donc, mais avant, je voulais vous dire quelque chose. Alors, tenez-vous bien, l'OMS vient de le dire, il semblerait que le Covid soit là définitivement, il est parti. Même si on trouve un vaccin, IPK parti, c'est une endémie, c'est ce qu'on appelle une maladie endémique qui revient chaque fois. Donc il faut se prémunir dès maintenant, savoir que le Covid fera partie de notre vie. Alors, l'OMS le dit, pendant ce temps, il y a à peu près 100 laboratoires dans le monde qui cherchent le vaccin et il y a un organisme français, Sanofi, qui semble-t-il serait sur le point de trouver un vaccin. Et quand c'est monsieur dit, il dit depuis que nous trouvons un vaccin, nous allons protéger aux États-Unis. Et comme c'est un organisme français, les Français ont réagi assez sauvagement, on peut dire. Ils ont dit, mais c'est pas question, vous êtes payé avec l'argent des Français, 180 millions chaque année, donc le vaccin, si vous le trouvez, sera en France. Bon, bref, ça c'est pour entre eux. Autre chose, au jour d'aujourd'hui, le Covid, c'est 300 000 morts, et aux États-Unis, 80 000 personnes, et malheureusement, la majorité des gens morts aux États-Unis, ce sont des blacks. Comme par hasard. Bref, on va continuer. Donc, on va recevoir tout de suite Inès Bouchot-Choisy. Je crois qu'elle est en ligne déjà. Madame Inès Bouchot-Choisy, bonjour. Oui, bonjour, Yannick Andronis. Merci d'être avec nous en direct de Saint-Martin. Alors, la première question que je vais vous poser, vous avez entendu les dispositions prises et propositions faites par le Premier ministre français ce matin sur le tourisme? Oui, tout à fait. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et puis pour ce moment d'échange sur ZCL News. Oui. Je profite aussi pour saluer toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui suivent ce direct. Tout à fait. Bonjour à la Guadeloupe, à nos îles. Merci, voilà. Merci Madame Bouchot. Bien sûr, oui, j'ai entendu effectivement les mesures, mais bien sûr que nous vivons une situation inédite. Oui. Mais il faut garder espoir et comme nous allons parler tourisme, alors je dirais votre blanc mais pas loin. Oui. Alors, pourquoi je vous pose la question? C'est parce que le Premier ministre français, on a un petit peu de l'ancienne, le Premier ministre français a dit qu'il met sous la table 18 milliards pour le tourisme, pour relancer le tourisme français. Il n'a pas beaucoup parlé de nos régions, simplement dit que les vacanciers pourraient revenir dans nos régions. Alors, est-ce que pour vous, c'est une satisfaction, cette annonce, le fait que des Français pourront venir en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi, bien sûr, à Saint-Barth et aussi à Saint-Martin? Écoutez, c'est déjà un premier pas. Nous avançons pas à pas. Oui. Et donc, cette annonce, il faut que nos élus soient très attentifs, puisque dans cette enveloppe, il faut que les Outre-mer aient aussi le retour. Oui. Le tourisme, comme vous le savez, est un levier de développement pour nos économies insulaires. Et cette crise, aussi grave soit-elle, eh bien, elle a aussi, je dirais, la vertu de nous permettre de remettre en question nos modèles. C'est clair. Mais alors, est-ce que, puisque vous êtes à peu près sur les deux îles, Saint-Martin, Saint-Barth sont prêts pour accueillir des touristes dans les semaines qui viennent? C'est-à-dire que Saint-Barth et Saint-Martin ont une clientèle, principalement une clientèle américaine. Américaine, oui, bien sûr. Oui. Voilà, ce qui se passe actuellement avec le Covid aux États-Unis ne permettra pas, en tout cas dans les prochaines semaines, que les visiteurs américains viennent. Mais je veux dire, je vous donne un chiffre, 44,42 millions, c'est la population de la Caraïbe. Oui. Nous sommes dans un bassin géographique qui justement nous permet de pouvoir aujourd'hui penser à nos voisins caribéens, qui quand même 24 États souverains, 18 dépendances qui sont tout autour de nous
Et je crois qu'il y a beaucoup à faire et nous devrions justement penser à travailler avec nos voisins caribéens. Mais alors, Madame Bouchot-Choisy, est-ce que dans la période actuelle, nos voisins caribéens pourront venir chez nous parce que les frontières françaises Schengen sont fermées, mais je posais la question pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et bien sûr pour la Guadeloupe. Plus tard, je poserai ça aux responsables guadeloupéens. Est-ce que les Caribéens pourront se déplacer et venir chez nous? Écoutez, il faut déjà qu'on avance, comme je le disais, on avance pas à pas. C'est-à-dire qu'il faut attendre de voir comment nous allons nous positionner dans les prochaines semaines en fonction de l'évolution des choses. Oui. Mais je crois que tout est à faire puisque la zone Caraïbe est une zone qui a été très peu affectée par le Covid-19. C'est vrai. Et donc, le Premier ministre disait que les zones vertes seront, dès le 2 juin, seront très certainement permettront de pouvoir ouvrir les restaurants, les bars, etc. Bon, aujourd'hui, nous devons respecter une 14e pour les territoires d'outre-mer, mais il faut se dire que dans les prochaines semaines, j'espère bien que tout ça va évoluer. Et dans ce cas, nous pourrons effectivement penser à la zone Caraïbe et à nos voisins caribéens. Alors, déjà, il faudra penser aux voisins de Saint-Martin, même la partie hollandaise, puisque jusqu'à ce matin, en tout cas, la frontière était fermée. Je ne sais pas si elle sera ouverte dans les jours qui viennent. Écoutez, personne ne prend de risque. Vous savez, nous sommes dans une situation qui est particulière. Oui. Il faut surtout se dire que les prochaines semaines seront très certainement seront différentes. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut que nous puissions également nous préparer, ne pas forcément attendre que les choses évoluent, mais déjà se préparer au moment où les frontières seront ouvertes, que nous puissions justement déjà opérer des actions dans le domaine du tourisme. Oui. Alors, du point de vue économique, plusieurs interlocuteurs de Saint-Martin que j'ai eus ces dernières semaines me disaient que c'est bien le tourisme, c'est la voie principale, on va dire aussi l'économie principale de Saint-Martin, mais il va falloir de temps en temps penser à autre chose. Mais écoutez, bien sûr, on peut penser à autre chose. Mais enfin, nous sommes quand même, des petits territoires. Effectivement, de l'agriculture peut-être. Oui. Et je crois que l'industrie du tourisme est quand même une industrie qu'il faut développer davantage. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a vendu que du tourisme balnéaire. Inutile de vous rappeler la richesse de notre patrimoine culturel, de notre patrimoine naturel. Bien sûr. Les outre-mer aujourd'hui ont cette richesse. Et je crois que l'identité des territoires doit être au cœur aujourd'hui des stratégies du tourisme. Bien sûr, différenciées pour chaque collectivité, que ce soit Saint-Barth, Saint-Martin ou d'autres collectivités territoriales. En tout cas, Saint-Barth a pris quelques semaines d'avance déjà sur Saint-Martin. Quelques semaines d'avance, ça dépend à quel point de vue. Si on parle de tourisme, c'est vrai que tout est un petit peu, stoppé pour le moment, puisque nous dépendons malgré tout de l'aéroport international de Juliana, qui aujourd'hui est fermé. Donc, tant que, il n'y aura pas d'aérien, il n'y aura pas ce nouveau rythme qui sera amorcé, nous serons, comme tous les territoires qui sont aujourd'hui privés d'aérien. Mais alors, est-ce que de votre position, vous avez la possibilité d'impulser un petit peu les choses, de faire avancer un petit peu le Shinbik pour parler prosaïquement et par exemple pour l'aéroport de Saint-Martin de Juliana, est-ce que vous avez des informations sur sa date d'ouverture prochaine ou probable? Pour l'instant, il n'y a pas de date arrêtée. Comme je vous disais, aucune négociation. Non. Oui, aucune information. Mais ceci dit, si vous voulez, Juliana, suite bien sûr à Irma, était en phase de reconstruction. De reconstruction, c'est vrai. Avec un niveau d'exploitation quasiment à 60%, mais pas encore à 100%. Il faut tenir compte de tout cela, mais ce sont en tout cas des personnes très réactives, les dirigeants de l'aéroport de Juliana, également les autorités néerlandaises, Saint-Martin, Saint-Barth et les autres îles proches de notre archipel sont de toute façon mobilisés aussi. Et donc, nous avons à l'époque créé un comité de réflexion justement pour allier nos forces, parce que nous avons effectivement une offre touristique très diversifiée dans la zone. Oui. Je pense que cette crise que nous vivons va nous permettre de renforcer ces liens pour que nous puissions justement aller chercher les touristes là où ils doivent être, dans la Caraïbe, mais aussi en Amérique du Sud. Et puis effectivement, quand la situation sera rétablie aux États-Unis, nos touristes reviendront parce que je pense que ce sont
des touristes fidèles, une clientèle fidèle qui reviennent chaque année parce qu'on a su les fidéliser. Il y a deux jours, l'un des anciens vice-présidents de la Com de Saint-Martin me disait que peut-être qu'il faudrait penser à développer l'aéroport de Saint-Martin, partie française. Pourquoi pas? Je pense que là, c'est une position politique qu'il faut avoir là-dessus. Oui, bien sûr. Exprimer là-dessus. Mais je dis aujourd'hui qu'il faut mutualiser nos efforts. Il faut, dans une situation comme celle-là, savoir que nous sommes dans un bassin qui est très riche, avec des liaisons, justement, une offre touristique très diversifiée. Nous ne sommes pas concurrents, mais nous sommes surtout complémentaires dans notre offre touristique et il faut justement miser là-dessus. Oui. Alors, l'autre question qui se pose quand même à Saint-Martin, c'est l'impact économique de ce choc. Parce que pendant quelques semaines, pendant quelques mois même, le tourisme, vous l'avez dit, ne va pas fonctionner. Et donc, il y a des gens qui vivent de ce tourisme, que ce soit des chauffeurs de taxi, des hôteliers, des restaurants. Les restaurants ne seront ouverts que début juin, semble-t-il. Comment est-ce que cette situation, du point de vue social, est appréciée à Saint-Martin? Est-ce que ça ne crée pas encore de tension? Je veux dire que les gens arrivent à se tenir? Oui, tout à fait. Bon, mais c'est compliqué parce qu'on a déjà vécu pas mal de crises, de crises sanitaires aussi. C'est vrai. On a vécu le chikungunya, on a eu le Zika, on a eu la crise économique de 2008, on a eu pas mal de crises. Ouais. Il y a eu le cyclone, il y a eu la crise de Sandy Ground aussi, oui. Tout à fait. Oui. Donc, effectivement, il y a tous les fonds de solidarité qui ont été mis en place, les prêts garantis, le report des loyers pour les entreprises, l'aide pour les travailleurs indépendants, le chômage partiel. Je pense que ce qu'il y a, c'est effectivement pouvoir permettre aux entreprises de bénéficier de ces aides de l'État en attendant, sachant qu'à partir du mois de mai, c'est considéré en tout cas pour nous comme étant la basse saison. Oui. Nous reprenons effectivement notre activité à partir du mois de novembre, puisque habituellement les hôtels ferment. Oui, pendant la période estivale, oui. Voilà, exactement. Donc voilà, ce qu'il faut surtout, c'est pour les entreprises aujourd'hui faire les demandes pour avoir justement ce fonds de solidarité, ces prêts garantis et autres. Et puis, il faut maintenant se préparer le plan de relance pour les mois à venir, pour la saison à venir. Oui. Parce que j'entends par exemple au niveau de l'Office mondial du tourisme, l'OMT, que le modèle du tourisme de masse, peut-être qu'il faudra aussi le reconsidérer. Tout à fait. Et c'est pour cela que le Conseil économique, à travers la délégation à l'outre-mer du CESE, a donc rendu un avis au mois de mars 2018 qui s'intitule Promouvoir le tourisme durable dans les outre-mer. Voilà. Pour lequel j'ai été donc rapporteur de cet avis. Donc effectivement, il faut peut-être repenser le modèle, pouvoir aujourd'hui mesurer le seuil de soutenabilité, la capacité de charge de ces territoires, parce que malgré tout, peut-être que le tourisme de masse n'est pas forcément adapté à nos territoires, et moi, en tout cas, c'est ma conviction. C'est votre conviction, mais alors, s'il n'y a pas le tourisme de masse, quel type de tourisme on pourrait développer? Ce qu'on appelle le tourisme durable, bon, c'est une belle expression, mais concrètement, ça signifie quoi? Déjà, si il fallait qu'on donne une définition au tourisme durable, c'est un tourisme qui tient compte de ses impacts économiques, sociaux, environnementaux, actuels, futurs, mais tout en tenant compte des besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et puis également des communautés d'accueil. Oui. Bon, alors, effectivement, comme vous me dites, nous avons fait des préconisations au sein du Conseil, au sein de ce rapport que nous avons rendu. Du CSE, oui. Je pense qu'il faut déjà pour s'inscrire dans cette démarche, il faut une volonté politique forte, déjà. Oui. Il faut travailler dans la concertation pour que nous puissions justement bâtir ces plans tourisme durable. Et donc, il faut une volonté politique au départ. Est-ce que cette volonté existe à Saint-Martin déjà? Je crois qu'on est conscient que de toute façon, 85% de la biodiversité de la France est quand même abritée par les territoires d'outre-mer. C'est vrai. Nous avons quelque part une double responsabilité. Oui. Nous devons protéger ce patrimoine unique et en même temps, il faut que nous puissions adapter nos économies touristiques vers des principes de durabilité. Oui. Donc, le ton est donné. Maintenant, les élus doivent travailler en concertation
avec bien sûr les représentants de l'État, les socioprofessionnels, les associations pour la protection de l'environnement, enfin, tous les acteurs du tourisme doivent penser aujourd'hui à peut-être justement converger vers un tourisme durable. Alors, si on prend un seul exemple, celui des paquebots de croisière. Alors, on sait très bien que chaque fois qu'un bateau de croisière accoste dans un port, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, à Barbade ou à Trinidad ou à Saint-Martin, il y a beaucoup de CO2 qui restent après. Tout à fait, mais encore là, c'est un choix. Je dirais que limiter le nombre de passagers, si on a connaissance, si on maîtrise le seuil de soutenabilité, la capacité de charge de notre territoire, on pourra justement adapter au nombre de touristes et de visiteurs que nous souhaitons. Mais il faut là-dessus, je dirais, des outils d'observation pour justement savoir le territoire, quelle capacité il a pour accueillir le nombre de personnes en fonction de ses infrastructures, au niveau de la protection de son environnement. C'est tous ces éléments aujourd'hui qui nous manquent. Malgré tout, il faudrait justement que les territoires puissent avoir pour mieux s'adapter, en tout cas les politiques publiques et surtout celles qui sont liées au tourisme. Oui. Est-ce qu'en votre qualité, vous êtes lié ou en contact avec les comités de tourisme de Martinique et de Guadeloupe pour échanger un petit peu vos points de vue sur ce redimensionnement du tourisme, ou alors chacun tire sa barque tout seul? Non, je crois que là-dessus, le tourisme durable est justement l'un des points sur lesquels l'ensemble des Outre-mer justement s'accordent. Et donc là-dessus, je veux dire, à partir du moment où il y a une volonté politique qui permet de pouvoir justement converger vers ce modèle, je veux dire, les portes sont ouvertes. Et c'est dans la concertation que nous y arrivons. Oui. Alors, j'ai bien noté quand même dans votre intervention que vous avez dit à plusieurs reprises qu'il y a là aussi une volonté politique. C'est sûr, c'est le point de départ. Oui. Tant au niveau national qu'au niveau local. Oui. Et donc, ça signifie que votre rapport que vous avez sorti il y a quelque temps, il va falloir, comme on dit, qu'il sorte sous le coude, qu'il soit diffusé et discuté surtout. Oui, tout à fait, mais je crois que nous avons déjà nous-mêmes, en tant que représentants de la société civile au Conseil économique, fait le déplacement au plus près des territoires pour sensibiliser justement les élus sur cette question justement de tourisme durable. Nous sommes venus à Saint-Martin pour faire la présentation du rapport. Nous sommes également allés en Guadeloupe, à Saint-Barth. Nous sommes également allés en Nouvelle-Calédonie. Oui. Donc on sent bien qu'aujourd'hui il y a cette réflexion et je crois que c'est une opportunité pour nous peut-être de tout mettre à plat pour que nous puissions justement repenser tous les temps tourisme des années à venir. Et quand vous avez fait ces voyages, ces déplacements dans ces différents territoires, vous avez senti une adhésion parce que c'était avant le Covid. Est-ce que, ou maintenant on dit la Covid, semble-t-il, est-ce qu'aujourd'hui, ces discussions, ces avis peuvent être repris de manière à ce que, c'est la dernière question de toute manière, à ce que, comme on dit, que ce soit mis sous le tapis réellement? Oui, tout à fait, et je pense qu'au niveau national, et là-dessus nous avons aussi beaucoup insisté, pour qu'il puisse y avoir un pôle outre-mer qui soit créé au sein d'Atout France, qui est l'opérateur, enfin l'agent, l'unique opérateur de l'État dans le secteur du tourisme, pour justement qu'il puisse y avoir un pôle outre-mer, qu'on puisse bénéficier d'ingénierie pour accompagner nos collectivités également, et puis derrière il va falloir des moyens. Oui, et surtout un pôle d'observation. Aussi, dont j'ai parlé. Voilà. Bien écoutez, Madame Bouchot-Choisy, je vous remercie pour cet entretien qui nous a éclairé un peu sur ce qui peut advenir de notre tourisme, et quand on dit notre tourisme, le tourisme caribéen, puisqu'il est sûr qu'après le Covid, le tourisme ne sera plus jamais comme avant. Exactement. En tout cas, je vous remercie aussi d'avoir pu partager avec vous et j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de pouvoir se rencontrer pour discuter plus longuement sur ces sujets qui sont passionnants. Je retiens votre invitation. Je vous remercie. Voilà, il est 12h55 dans le ZCL. On va tout de suite parler de coiffure avec un reportage de notre duo habituel. Je vais parler de Charlie Dagonia et Harold Luce. C'est tout de suite. Hier, en réalité, c'était plus une mise en place et une réunion avec les collaborateurs.
pour respecter les nouvelles recommandations, la distanciation sociale. Nous avons supprimé un poste dans la salle d'attente pour avoir la distance nécessaire. Alors, concernant les places, il n'y a pas de problème, hein. Nous avons suffisamment d'espace entre les 3 fauteuils. Nos clients ont des peignoirs jetables, des serviettes jetables. Les postes de coiffage sont nettoyés après chaque client. Voilà, donc on essaie de respecter au mieux les mesures. Les outils, bien entendu, sont désinfectés, etc., etc. Déjà, pendant le confinement, les clients, en fait, j'ai fait un transfert d'appel et donc les clientes m'appelaient sur mon portable. Donc j'essayais de leur expliquer un petit peu la démarche, c'est-à-dire emmener bien désinfecter les mains, avoir des gants, se munir de masques pour venir chez le coiffeur, pour venir ici se coiffer. Au niveau de l'organisation, nous essayons de prendre 3 clientes au maximum. Donc déjà, comme vous avez vu, il y a des fauteuils qui ont été sanctionnés. Et puis, nous utilisons souvent ce produit-là pour désinfecter les mains. Ça me vieillissait, l'absence de coiffure, de coiffeur me vieillissait, parce que j'ai un âge assez important. Et j'avais plein de cheveux blancs, donc ils ont poussé partout. Donc il fallait impérativement retrouver ma jeunesse d'antan. Je trouve pour elle que c'est très 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 difficile. Il y a beaucoup de manipulations, beaucoup d'attentes même de notre part. Et puis c'est pas facile. C'est vraiment pas facile à gérer avec tout ce qu'il faut faire, comme on dit, pour les gestes barrières. C'est très 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 difficile pour elle. Et vraiment, je les plains, moi. Je les plains. Parce que le temps, il est très long. Parce qu'avec tout ce qu'il faut faire, les pauvres, elles ont du boulot, comme on dit. Hein. Voilà. Moi, je trouve que c'est très 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 pénible. C'était plus facile avant et ça allait plus vite. Ah oui, ça allait beaucoup plus vite. Déjà, c'est nous qui ouvrons la porte à la clientèle. Donc, si la cliente n'est pas munie de son masque, elle ne peut pas rentrer. Voilà, tout simplement. Et on travaille que sur rendez-vous. Voilà, on continue avec notre prochaine invitée. Notre prochaine invitée, c'est Madame Maëlle Colomb. Elle est orthophoniste, membre de l'URPS orthophoniste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai vu votre cri de détresse, on va dire comme ça. Pour les orthophonistes, un cri, c'est normal, mais en fin de détresse, c'est pas habituel. Non, c'est sûr. Alors, c'est vrai que depuis le déconfinement, on est oublié par l'ARS. Il faut savoir que Quand vous dites oublié, c'est quoi? Oublié entre guillemets ou oublié vraiment? Oublié entre guillemets. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, les orthophonistes sont des professionnels de santé. Oui. Donc, nous sommes une profession reconnue et réglementée. Oui. Donc nous avons un vaste... Vous êtes diplômé et tout, enfin, on fait des études pour être orthophoniste. D'accord, c'est un master sur 5 ans, etc. Voilà. Donc on a un vaste champ de compétences qui nous amène à avoir beaucoup de patients avec des pathologies diversifiées. Donc on peut avoir des bébés, comme des personnes âgées, comme des adultes, comme des enfants. Oui. Et à la suite de ça, nous faisons des actes sur ces patients qui nous mènent à avoir des gestes sur la sphère orofaciale. Donc par exemple, si je prends l'exemple d'un bébé, on peut le voir pour un trouble de l'oralité, donc c'est par rapport à un comportement inadéquat de l'alimentation. On va devoir faire des massages à l'intérieur de la bouche et à l'extérieur de la bouche. Donc on va devoir toucher, on va devoir avoir avec des exercices de respiration, ou on peut aussi recevoir des patients avec le volet voix, où il y aura des rééducations vocales. Donc, possibilité de projection, voilà, et de gouttelettes. Donc, aujourd'hui, on est exposé au même titre que d'autres professionnels de santé, et on a aussi des pathologies qui sont urgentes et non reportables, comme par exemple les troubles de la déglutition. Ce sont des troubles qui mènent parfois à des fausses routes et parfois à des possibilités d'étouffement. Donc, on peut pas dire à ces patients, attendez encore, non, on a besoin de masques. Mais quand vous dites ça à l'ARS, en quelle langue vous leur dites ça?
ça? Alors, on a fait tout un processus. Notre présidente de l'URPS et notre présidente du SDOG, donc du syndicat des orthophonistes, a eu des échanges avec l'ARS. On a eu une promesse de dotation. Il y a quand même une promesse. Oui, il y a une promesse de dotation, parce que déjà, au niveau national, nous sommes arrivés sur la liste prioritaire au 7 mai seulement. C'est le même processus en France pour les orthos en France? Oui, c'est le même processus. Alors, en France, c'est le même processus, sauf que eux, ils ont, on va dire, plus accès aux masques dans les officines. Oui. Ici, c'est un peu plus compliqué. Déjà hier, depuis lundi, on essaie d'y aller. Alors, je ne sais pas pour toutes les pharmacies, mais en tout cas, de tous les retours qu'on a, pour l'instant, on n'a pas encore les masques. Donc, ça, c'est dur. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler? On ne peut pas travailler. Ah non, depuis le déconfinement. Alors, c'est nous qui de nous-mêmes. Depuis le confinement même, vous ne pouvez pas travailler? Alors, ils ont mis en place le 26 mars un projet pour le télésoin. Oui. Donc, en fait, on a le droit, pour certaines pathologies, de faire les rééducations à travers un écran en visio, donc en télésoin. Sauf que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des pathologies manuelles. Voilà, donc on ne peut pas le faire en télésoin. Donc c'est restreint, on s'est mis en retrait pour donner la priorité aux autres professionnels le temps que la crise passe, mais maintenant, nous, il faut qu'on aille travailler. Oui. Alors, donc promesse, mais sans aboutissement? Non, sans aboutissement. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas, et aujourd'hui, ils nous renvoient dans les pharmacies. Et carrément, vous dites, autrement, débrouillez-vous, c'est ça? Il n'y aura plus de livraison, on ne vous le donnera plus. Il faudra aller en pharmacie les récupérer. Et c'est vrai qu'on a le problème des masques, mais comme je vous l'expliquais, avec toutes les projections qu'on a aussi, il nous faut des surblouses, il nous faut des gants, il nous faut des visières ou des lunettes, il nous faut des charlottes. Donc tout ce matériel-là, on l'a pas non plus. Alors vous savez que les dentistes ont eu le même problème que vous? Oui, je pense bien que nous ne sommes pas les seuls et que c'est un peu compliqué. Et ils ont réussi quand même alors premièrement, ils ont été obligés de créer leur matériel. Oui, c'est ce qu'on fait là avec l'URPS. Leur protocole, ils ont créé un protocole. Voilà, on a mis en place un kit de démarrage, donc on a prévu pour toutes les orthophonistes qui veulent commencer à travailler le plus vite possible, un kit où il y aura une boîte de gants, des masques, voilà, tout ce genre de choses, mais on ne trouve pas parce que les stocks sont insuffisants. D'accord. On va prendre une pause et on vous retrouve dans un instant. Merci. Voilà, retour sur le plateau du ZCL, il est 13h08 et on reçoit toujours Maëlle Colombe, orthophoniste. Rebonjour, pour les gens qui ne vous ont pas vu tout à l'heure. Oui. Alors, on va pas tout redire, mais enfin, peut-être que j'ai reçu un petit moment de les gens ne savent pas ce qu'était une orthophoniste. Alors, les orthophonistes sont des professionnels de santé qui interviennent dans les troubles du langage et de la communication, verbale et non verbale. Oui. On peut aussi intervenir chez les adultes, chez les personnes âgées qui ont des troubles neurologiques, troubles cognitifs, troubles de la mémoire. Comme je disais tout à l'heure aussi, on intervient aussi... Jusqu'au Alzheimer? Oui, jusqu'au Alzheimer, oui. D'accord. On peut intervenir aussi sur des bébés, pour les troubles de l'oralité, par exemple. Donc on a vraiment des patients des 0 à 60. Les gens, par exemple, qui ont des problèmes de bégaiement aussi. Ça se soigne, le bégaiement? Ça se soigne, c'est difficile. Mais quand on dit soigner, on arrive, quelqu'un qui bégaye arrive à parler normalement? Oui, bien sûr, il y a des techniques et des méthodes, mais ce sont des prises en charge qui sont très longues et qui demandent des efforts de l'entourage, du professionnel, de tout... c'est pas seulement l'auto, il faut tout l'écosystème. Ah oui, c'est quelque chose de très environnemental. Oui. Alors, donc, on parlait de ce gros problème des orthophonistes, c'est-à-dire que les orthophonistes n'ont pas le matériel nécessaire pour travailler. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, on a besoin de masques, en priorité évidemment, mais ce n'est pas suffisant, parce que comme le gouvernement le demande, quand on fait des soins à moins d'1 mètre, donc on est très très proche, il nous faut des masques FFP2, pas des masques chirurgicaux. Donc déjà ça change. Il nous faut aussi des surblouses, il nous faut des charlottes, des lunettes ou des visières. En tout cas, beaucoup plus de matériel que si on est à 1 mètre comme le recommande le gouvernement. Et ça signifie aussi que désormais, dans vos cabinets, vous ne pouvez pas recevoir 30 personnes ou 20 personnes? Non, exactement. Ça signifie que notre chiffre d'affaires va baisser, puisque dans une journée, on va devoir réduire le nombre de patients, parce qu'entre chaque patient, il va falloir qu'on prévoie... Un patient en moyenne, c'est combien de minutes? C'est 30 minutes. 30 minutes à 45 minutes pour les adultes, donc 50. Donc, entre chaque patient, il va falloir qu'on prévoit 15 minutes de désinfection des locaux. Donc, le nombre de patients qu'on avait prévu par jour va forcément diminuer maintenant. Oui, et le prix de la consultation va augmenter? Non, non, puisque nous sommes régis par des normes, par la Sécu, par la CGSS. Voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les orthophonistes, puisqu'on m'a fait la remarque, c'est une profession libérale. Oui. Ça signifie que pendant le confinement, vous n'avez pas trop souffert? Alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types, plusieurs modes de travail
pour les orthophonistes, soit on peut travailler en libéral, en mixte ou en salarié. Donc ceux qui travaillaient en salarié ont eu leur arrangement avec leur organisme, et ceux qui travaillaient en libéral ont eu des aides de l'État. Oui, Voilà. les Pas fameux pour tout le 1 500 monde. €, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'était compliqué parce que vu qu'il y avait aussi du télésoin, donc c'était des calculs assez compliqués quand même. Oui. Parce qu'il Mais fallait... alors, si il y a un effet, la profession est en danger? Bien sûr, c'est surtout nos patients qui nous inquiètent, parce que comme je vous ai dit, il y a des patients qui ont besoin d'orthophonistes tout de suite, vraiment. Et là, nous ne pouvons pas reprendre. Ils nous appellent, mais nous n'avons pas le matériel pour les mettre en sécurité. Oui. Alors, c'est un combat que vous menez, c'est un cri d'alarme que vous lancez, mais vous m'avez dit que l'ARS vous a entendu. Oui, bien sûr, nous discutons avec eux, voilà. Oui, C'est on tout. vous a entendu. Nous discutons avec eux, nous sommes pour parler avec eux, nous avons échangé beaucoup de mails, voilà. Il y a une promesse de dotation, mais à ce jour, aucune livraison. Nous avons 0 masque de l'ARS. Et même en pharmacie? Et en pharmacie, alors c'est un autre problème, parce que quand nous allons, alors il y a une partie qui dit qu'ils ne sont pas au courant des consignes pour les orthophonistes, et il y a une autre partie qui dit qu'ils n'ont pas de masque. Donc dans tous les cas, de toute façon, nous n'avons pas de masque. Que les choses soient claires, quand vous allez en pharmacie, vous devez acheter les masques ou on vous les livre? Non, c'est une dotation. Donc il y a 12 masques prévus par semaine pour les orthophonistes. 12 masques prévus par semaine pour une orthophoniste. Pour une orthophoniste. Oui. Mais quand vous recevez un patient, c'est un masque? Alors, c'est un masque chirurgical, c'est 4 heures. Oui, 4 heures. Sachant qu'on a 10 patients et qu'il faut aussi donner des masques aux patients. Parce qu'on ne sait pas il faut aussi donner des masques? Oui, on ne sait pas s'ils vont venir. Alors, on leur demande, c'est ce qui est demandé, mais il va falloir qu'on leur donne aussi des masques à nos patients. Donc, en gros, on a fait notre calcul. Pour une semaine, il nous faudrait 65 masques. Et on est à 12. Bon, je ne veux même pas parler pour une année. Voilà. Pour l'instant, on voit 1 mois, 2 mois, on ne voit pas plus loin. Parce que... Alors, ça signifie, Madame Colomb, qu'en ce moment, les cabinets d'ortho sont fermés? Oui, ils sont fermés. Ils sont fermés. Pas beaucoup d'entre nous ont pu reprendre. Et les patients font quoi alors? Eh bien, il y en a qui essaient de continuer en télésoin, mais c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas tout faire en télésoin. Donc, pour l'instant, on est en attente. Oui. Ouais, effectivement, je pense bien que c'est vraiment un danger pour la profession. Pour la profession, oui. Bien sûr. Et qui va être peut-être pris en compte. On va voir si après cette crise, justement, avec tous les problèmes qui vont être générés dans l'économie, s'il y aura une place pour les orthophonistes. Votre interlocuteur, c'est seulement l'ARS? Vous n'avez pas d'autres possibilités? Alors, parce que vous savez, le président de région a distribué des masques aux infirmiers, aux taxis, etc. Oui, bien sûr. On a fait des demandes de toute façon un petit peu partout. Oui. Là, vu qu'on est des professionnels de santé, on gère avec l'ARS. Oui. Maintenant, vu qu'ils nous ont promis, on regarde avec eux. On attend de voir ce qui va se passer ou pas. Oui. Bon, écoutez, on vous a reçu, on est bien content d'entendre ça, mais enfin, quand on dit bien content, c'est-à-dire que votre cri d'alarme a été lancé, mais on espère que ça va aboutir. Oui, nous aussi. Bon, voilà, je pense que les pharmacies vont être peu à peu équipées, on espère. Oui. On pourra au moins avoir nos 12 masques par semaine. Oui. Et on espère, avec l'ARS, débloquer un peu tout ça. Et voilà. Et à vos clients, vous leur dites quoi, là, ceux qui vous regardent en ce moment? Parce qu'il y en a sûrement qui vous regardent. Oui. Alors, c'est vrai que je reçois beaucoup d'appels tous les jours, de savoir quand est-ce que je vais recommencer, La réponse, c'est j'attends du matériel. Je fais de mon côté aussi de façon personnelle, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix, il va falloir bien que je recommence. Oui. Mais voilà, on est en attente. On attend de voir ce qui se passe. Besoin réel et important. Oui. Voilà. Madame Colomb, merci d'être venue. On espère vraiment que ça va être résolu, que votre cri d'alarme va être entendu et que les choses iront de mieux en mieux. On va passer tout de suite à une visite de la région. Et là, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est visite régionale. Vous savez, le président de région, il vient de sortir un article d'ailleurs pour dire qu'au niveau économique, il pense qu'on a presque réussi le confinement. Il faudrait réussir le déconfinement. C'est la question qui est posée. On regarde ce reportage tout de suite. Eh bien, le sens d'être sur le terrain au plus près des commerçants, des artisans, des agriculteurs, c'est de leur montrer que ceux qui sont en responsabilité du développement économique, la région Guadeloupe, la Chambre de commerce et d'industrie, les communautés de l'agglomération, bref, les institutions, nous avons tâché de répondre présent à leurs difficultés pendant cette crise du Covid et de ce confinement. Il y a eu beaucoup de dispositifs, y compris certains adaptés à notre cœur de cible. Les entreprises de 0 salarié qui ne sont pas à jour socialement et fiscalement, elles représentent une majeure partie des entreprises guadeloupéennes. Et bien pour celles-ci, nous avons créé à la région
après avoir été conseillé par les CCI et les autres, un fonds d'urgence pour les entreprises de 0 salarié jusqu'à 12,5% de leur chiffre d'affaires, une avance remboursable dans 2 ans sur 5 ans. On a pu faire évoluer aussi les dispositifs d'État, le fonds de solidarité deuxième volet qui ne concernait pas les entreprises de 0 salarié, 75% de notre tissu économique. Et bien là aussi on a pu faire des avancées significatives. Aujourd'hui, on constate qu'avec le déconfinement progressif, qu'est-ce qu'on doit faire? Et lorsqu'on discute avec les entités, elles nous disent qu'il nous faut du chiffre d'affaires, il nous faut de l'activité, il nous faut donc que les pouvoirs publics, les donneurs d'ordre, les collectivités telles que la région, qui a une certaine puissance financière, mais d'autres aussi puissent pouvoir relancer la machine. Et c'est pour cela que nous sommes déterminés avec l'exécutif régional à nous penser très sérieusement sur la question de faire un emprunt pour pouvoir relancer la machine économique. On en est à la mesure de cet emprunt. Bien évidemment, nos finances ne sont pas extensibles et il faudra être prudent, mais il faudra le faire. Il faudra aussi et nous sommes venus leur dire qu'on fera en sorte de payer les factures plus rapidement. 0 facture dans les bacs, c'est déjà quelque chose qui a été bien entamé. On s'est posé énormément de questions. J'ai fait des zooms, vous savez, des visios avec pas mal de responsables de commerçants dans toute la Guadeloupe. Et on imaginait des situations. Est-ce qu'on allait laisser ouvert, par exemple, les cabines d'essayage, les vêtements qui allaient être touchés et essayés, qu'est-ce qu'on allait en faire? Alors on avait des réponses, 48 heures, non, je ferme mes cabines d'essayage, je préfère que les gens essayent chez eux. Autant de questions qu'on se posait, puis maintenant on est dans la réalité. Alors dans la réalité, je dois dire 2 choses. La première, c'est les commerçants ont vraiment joué le jeu. Ils ont ouvert, ils ont fait des zones de circulation, ils ont fait de la distanciation, il y a du gel, il y a des masques, ils font attention aux gestes barrières, ça fonctionne bien. Et moi, il y a énormément de civisme, c'est ce que j'appelle à ce civisme à tous les Guadeloupéens, parce que seul le civisme nous permettra de garder cette distanciation nécessaire à ce que le virus ne se propage pas. C'est de ça qu'il s'agit finalement. Ce virus, il ne peut pas nous atteindre si on a 1 mètre de distanciation. Il ne peut pas nous atteindre si on ne le porte pas à quelqu'un d'autre. Alors, si on fait les choses convenablement, bien sûr on prend quelques risques ici ou là, on va limiter sa propagation et donc tout simplement il va disparaître et on va pouvoir reprendre une vie normale après une privation de nos libertés, pour certains excessifs, pour d'autres nécessaires. Vous savez, c'est un peu l'arbitrage toujours permanent qu'il y a entre ce qu'on ressent et ce que les autres peuvent ressentir. Enfin, je voudrais vous dire une chose, je ne peux pas ne pas avoir une pensée particulière pour ceux qui, au moment de cette fête de réouverture, n'ont pas le droit de réouvrir. Il s'agit des restaurants, il s'agit des parcs, il s'agit d'un certain nombre d'activités qui touchent au tourisme. L'aquarium, le parc. Par exemple, vous les citez vous-même. Et si vous voulez, eux, ils ne font pas partie de cette renaissance des activités économiques. Et j'imagine leur profonde tristesse et angoisse à cet instant. Et moi, je voudrais lancer un appel aux autorités publiques. Le Covid, bien sûr, nous devons lutter pour qu'il ne se propage pas. Mais il ne faudrait pas qu'un excès de prudence nous amène au final à ce que des milliers d'entreprises ferment, que des dizaines de milliers de licenciements les accompagnent et que finalement on se retrouve avec une crise sociale. Donc il est grand temps, non pas pour dire que maintenant on va tout faire pour lutter contre le Covid et s'il n'y a que ça qui nous intéresse, parce que bien sûr c'est une nécessité, c'est indispensable, mais il faut avoir confiance au civisme des populations. Moi je crois qu'à un moment donné, restreindre, contraindre, c'est bien. Appeler au civisme, c'est quelque chose de plus honorable, plus responsable et beaucoup plus efficace pour finalement l'objectif qui est le nôtre. Voilà, après cette visite des présidents de CCI, présidents de la région vers le commerce, on a l'impression que les choses reprennent petitement, mais il y a des entreprises qui sont en difficulté réelle et qui ne sont pas encore réouvertes. Pour l'instant, on va revenir sur la question des masques. Vous savez, les masques en tissu. Alors, est-ce qu'il faut, comment les faire, comment les fabriquer, mais aussi comment les porter? C'est la question qui est résolue aujourd'hui par le docteur Tania Foucan, qui est hygiéniste au CHU. Elle nous explique en 2 ou 3 minutes, regardez bien cette vidéo, comment utiliser ces masques, et c'est très important. C'est à voir. Bonjour,
Je suis le docteur Tania Foucan, médecin hygiéniste au CHU de Guadeloupe et je vais vous parler de comment utiliser vos masques en tissu. Donc tout le monde se demande un petit peu est-ce que les masques en tissu sont suffisants? Et oui, les masques en tissu c'est très bien. Il y a quand même des façons de les faire, des façons un petit peu de les coudre qui peuvent aider à faire en sorte que ça soit vraiment très bien. D'abord en termes de tissu. Ce qui est recommandé, c'est avoir 3 couches de tissu. Une couche extérieure en polycoton, d'un grammage aux alentours de 150 grammes. Une couche intérieure également en polycoton ou coton, à peu près également 150 grammes. Et à l'intérieur, de mettre quelque chose de non tissé. Ça peut être de la ouatine, ça peut être un thermocollant de type Viseline, ça peut être d'autres produits, du moment que c'est du non tissé à l'intérieur. Quelle est la meilleure forme maintenant pour ces masques quand on les coud? Il y a différentes formes. C'est vrai que l'AFNOR en recommande plusieurs. Ce qui est sûr, c'est que ce qui n'est pas recommandé, c'est le masque de cette forme-là avec la couture au centre, parce qu'en fait, cette couture est un endroit où pourrait passer et potentiellement, c'est une zone de faiblesse en fait pour le masque. Une zone potentielle de passage du virus, donc c'est pour ça que celle-ci n'est pas recommandée. Celles qui sont finalement plutôt bien, ce sont les formes en 3 plis qui en fait se rapprochent du masque chirurgical à usage unique que l'on connaît, parce que ces formes-là, l'avantage c'est qu'elles sont vraiment très congruentes, elles se déplissent, elles vont pour tout le monde depuis le nez jusqu'au menton. Et après, effectivement, il faut choisir à lien ou à élastique. C'est vrai que l'élastique est plus commode peut-être pour accrocher, par contre risque de poser des problèmes au lavage. L'avantage du lien, c'est qu'il est accroché et qu'une fois qu'il est en place, il ne pose aucun souci. Le masque, donc quand on le met, on le déplisse, on le pose. Et les liens du haut vont en haut et les liens du bas vont en bas. Comme ceci pour le haut. Et en bas, en bas. Ça permet vraiment d'avoir un masque qui colle en fait sur le visage et comme on l'a déjà dit, une fois qu'il est en place, on n'y touche plus. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur internet, comme par exemple la problématique du test de la flamme. Alors il faut savoir que par exemple ce test de la flamme n'est pas recommandé par l'AFNOR, parce qu'au contraire, il faut qu'un masque on puisse respirer dessous. Et si la flamme ne bouge pas, ça veut dire que quelque part le masque il est un petit peu trop étanche et qu'au contraire vous risquez plus de vous asphyxier dessous que ça risque de fonctionner. Le principe c'est pas qu'on s'asphyxie derrière le masque, le principe c'est que le masque arrête les gouttelettes de quelqu'un. Donc c'est pas un problème d'air ou c'est pas quelque chose qu'on doit filtrer, c'est vraiment arrêter des gouttelettes. Donc c'est à ça qu'il sert en fait, c'est pas de filtrer. Donc c'est pas la peine de faire quelque chose de tellement étanche qu'on n'arrive plus à respirer. Il faut pouvoir respirer avec. À quel moment est-ce qu'on met le masque? On le met pour les zones communes, transport en commun, supermarché, toutes ces zones où on va croiser du monde, aéroport, où on ne peut pas avoir de distanciation sociale. À ce moment-là, on les met. C'est pas la peine de porter un masque quand on est seul. Si on va faire de la marche, de la course à pied, ou etc. et qu'on est tout seul, on ne met pas de masque. C'est même un petit peu dangereux parce que du coup, on a des échanges gazeux qui ne se font pas bien et on ne respirera pas bien et on risque au contraire d'avoir un petit peu plus de malaise que si on faisait quelque chose tout seul. Donc quand on est seul, il n'y a pas besoin de porter de masque. Pour le masque en tissu, on ne dit pas combien de temps il faut le garder puisque vous avez tous entendu parler de la notion de 4 heures, mais c'est pour les soignants, pour les masques chirurgicaux. Dans la vie de tous les jours, il est rare qu'on garde un masque en tissu 4 heures. En tout cas, c'est vrai que c'est pas mal d'en avoir au moins 2 pour que quand on en a un qui par exemple va être au lavage, on puisse en avoir un autre. Si on peut en avoir par exemple 4, c'est même encore mieux. Pour ce qui est du nettoyage de ces masques, ce qui est recommandé, c'est un lavage à 60 degrés pendant 30 minutes suivi d'un séchage en sèche-linge. Maintenant, c'est vrai que on ne les lave pas tout seul, on peut les laver avec d'autres linges. Par exemple, vous mettez vos serviettes éponges qui se lavent très bien à 60 degrés avec le masque, il n'y a pas de problème. Le virus sera détruit, vous n'allez pas contaminer d'autres linges, il n'y a pas de souci. Donc n'attendez pas de ne laver que ces masques-là à la machine, vous pouvez laver avec le reste. Si jamais vous n'avez pas de machine à laver, ce qui peut arriver aussi, dans ces cas-là, ce qu'on recommande, c'est de les faire bouillir. Donc cette fois-ci, on porte de l'eau à ébullition et on fait bouillir le masque pendant 5 minutes. Et c'est en ça que les élastiques sont problématiques alors que les liens effectivement tiendront à ce moment-là sans aucun problème le fait de faire bouillir le linge.
Dans un espace partagé, il est possible, si on est à plus d'1 mètre de distance, de ne pas porter de masque. Dans un bureau, par exemple, même partagé, si les bureaux sont espacés de plus d'1 mètre, il n'y a pas de problème, on peut ne pas porter de masque. Il faudra par contre mettre un masque si, par exemple, on va dans une réunion où on va tous être proches les uns des autres. Mais si jamais on fait de la même façon une réunion où on est à plus d'1 mètre de distance, il n'est pas nécessaire non plus de porter de masque. Finalement, le seul endroit où il faut vraiment gérer la distanciation sociale, c'est les endroits de repas partagés, où là par contre on ne peut pas avoir de masque parce qu'on ne mange pas avec un masque, et comme on va par contre porter les mains à sa bouche, on peut avoir des risques de contamination. Donc là, dans ces zones-là, on commence par un lavage de mains, et ensuite, effectivement, chacun est à plus d'1 mètre de distance. Merci, j'espère que vous avez bien retenu la notion. Il est 13h26, pause pub, et on se retrouve tout à l'heure avec notre chronique de psychologie, comme chaque jour. Cette fois-ci, c'est Cherline Gourdet, avec elle on va parler dans un instant, bien sûr, du post-confinement, du déconfinement. Et après, on termine avec Martine Fazer. À tout à l'heure. Voilà, retour donc sur le plateau du ZCL, et cette fois-ci pour parler psychologie, bien sûr, comme chaque jour, puisque nous avons depuis le confinement une rubrique psychologique animée par des psychologues de la Guadeloupe, et celle-ci aujourd'hui, c'est Cherline Gourdet, qu'on retrouve le mardi et le jeudi, puisqu'aujourd'hui avec elle on va parler de neuromanagement pour tirer parti des inconscients de l'entreprise. Cherline, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Marie. Bonjour à tous. Vous êtes président de l'association des psychologues de la Caraïbe. C'est à ce titre que vous intervenez dans cette émission. Comment libérer la dopamine de vos équipes grâce au neuroménagement? Expliquez-nous ça un peu. Alors, le neuromanagement, c'est le concept des neurosciences. Oui. Les neurosciences, c'est toutes les sciences qui sont liées au cerveau. Et donc, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone qui permet justement de se sentir à l'aise, reconnaissant, bien dans sa peau. Donc, en entreprise, il est essentiel de commencer à réfléchir justement à adapter ces nouvelles technologies, enfin ces nouvelles sciences au management, parce que travailler avec les ressources humaines, c'est avant tout l'humain. Oui. Et reconnaître l'humain tel qu'il est, en sachant par exemple comment le stimuler, comment lui lancer des challenges, comment mettre en place des circuits de récompense, c'est essentiel pour justement apporter de la valorisation à ce qui est fait. D'accord. Voilà. Donc ensuite, la clé d'une créativité en entreprise, c'est pouvoir analyser justement ses collaborateurs, les intéresser et chercher aussi à les mettre ensemble pour que le travail puisse être efficace. Et pour pouvoir bien les mettre ensemble, il faut les connaître. Voir justement les dernières fois dont on en parlait lorsqu'ils disent ça va, je vais y arriver, de pouvoir reconnaître les petites grimaces, les mimiques qui veulent dire en réalité j'ai pas bien compris la question, j'ai pas bien compris ce que j'avais à faire, est-ce qu'on peut me réexpliquer? Donc le neuromanagement, un petit peu, c'est un petit peu tout ça, c'est savoir bien observer la personne qu'on a en face, et puis pouvoir aussi le stimuler à travers des signes de reconnaissance, aussi pouvoir reconnaître sur son visage s'il se sent bien, s'il est à l'aise ou pas dans son travail. Et ça fonctionne, Cherline? Oui, ça fonctionne. Je l'utilise très régulièrement dans tous les projets que je peux mettre en place pour vulgariser la psychologie. Oui. Ça fonctionne très très bien, que ce soit avec les enfants pour justement tout ce qui est remédiation cognitive, ça peut être avec les personnes âgées pour tout ce qui est justement pareil, la remédiation
cognitive, c'est-à-dire c'est restimuler en fait le cerveau à pouvoir se réadapter à certains gestes ou à l'apprentissage. Ça fonctionne aussi également pour muscler le cerveau, muscler le globe frontal pour stimuler l'apprentissage, même pour les tout petits. C'est une véritable gymnastique du cerveau, ma parole. Exactement, monsieur Sandrone, c'est une gymnastique du cerveau. Parce qu'en fait, il faut le savoir que personne ne naît avec, on va dire, des difficultés en fait. Ce sont, on va dire, l'histoire, toutes les croyances, toute l'expérience que la personne a pu avoir dans sa vie qui le bloque en réalité, qui met en place le plafond de verre. Mais en réalité, il n'y a pas de plafond de verre. Il suffit de savoir bien stimuler le cerveau, de reconnecter les synapses. Les synapses, ce sont justement les connexions neuronales qui se font au niveau du cerveau, des branchements en fait. Et si on sait les reconnecter correctement, toute personne peut se dépasser, atteindre ses rêves et réussir à avancer et à être vraiment lui-même. Mais alors, Cheryline, à contrario, c'est un peu le fonctionnement de la publicité sur le cerveau alors? Oui, c'est un peu ça. C'est vrai qu'effectivement, on utilise toute la cognition pour donner envie aux gens d'acheter. Oui, on crée des réflexes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On crée des réflexes, des envies, on stimule un petit peu tous les capteurs. Et voilà, malheureusement, la touche est ça. C'est pour ça que d'ailleurs, on prévient les gens de ne pas trop rester devant la télé. Ben oui, donc vous avez fait mes téléspectateurs s'en aller, là, Cheryline? Non, pas du tout. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir sélectionner des choses qui les stimulent. Oui, voilà. Bien sûr. Et donc, on peut relancer donc l'attention de l'individu. Tout à fait. On peut, alors, regardez, par exemple, l'individu, là, on fait l'émission. Oui. Dans votre émission, j'ai fait la petite analyse, j'ai remarqué que à peu près toutes les 6-8 minutes, vous changez d'interlocuteur. Il faut savoir que le cerveau reste concentré pendant 12 minutes maximum. Ah, 12 minutes. 12 minutes, voilà. Donc, si vous stimulez à chaque fois, au bout de 12 minutes, vous allez tout le temps capter l'attention de votre interlocuteur. Mais si par contre ça reste linéaire et que le sujet est rébarbatif, on continue, et ben, au bout d'un moment, vous allez perdre l'attention de la personne. Et c'est pareil que ce soit en milieu scolaire, en entreprise ou même en EHPAD avec les personnes âgées. D'accord. Et donc, alors, je vois que vous parlez aussi du déficit de sommeil quelquefois. Alors, oui. Donc, lorsqu'on parle de neurosciences, la neuropsychologie, on a justement toutes ces connexions synaptiques. Et quand ces connexions, en fait, sont trop, on va dire, trop stimulées, c'est-à-dire, par exemple, là, on a beaucoup été stressé à cause de la situation, ou peut-être même encore un petit peu. Et donc, du coup, ce stress a causé forcément d'autres connexions. Donc, ça veut dire que, voilà, on a pu prendre des mauvaises habitudes. Par exemple, il faut 21 jours pour que le cerveau s'habitue à quelque chose. Et on a été en confinement pendant longtemps. Donc, on a par exemple pris de très mauvaises habitudes, à se coucher très tard, à manger peut-être trop tard, à se lever à 2h, 3h du matin pour manger. Et donc, du coup, ça a entraîné le cerveau à mémoriser ces mauvaises habitudes. Et lui, tout simplement, il applique comme un robot. Se dire, ah bon, bah d'accord, c'est ça maintenant qu'il faut mettre en place, ok. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux troubles du sommeil, parce que lorsqu'on est fatigué, on a tendance à plus trop avoir d'appétit, à être plutôt décliné, à avoir envie de se lever le matin. On est plus sensible en fait. On est plus sensible à l'énervement, on est plus sensible à tout. Mais je pensais que, naïvement, que les gens qui dormaient moins, je me souviens un certain nombre de poètes, et je me connais même un ami écrivain qui me disait qu'il dormait à peu près 2 heures par nuit, le reste du temps il créait. Donc, alors, ça dépend des personnes, mais en général, le corps, ça dépend de l'âge et des personnes, mais en général, il faut au moins entre 8 heures et 9 heures de sommeil.
Il faut savoir que plus on vieillit, plus moins on a besoin d'heures de sommeil. Mais c'est essentiel parce que pendant le sommeil, en fait, le corps se repose, mais le cerveau aussi se repose. Le cerveau se repose. Alors, dernière question, mais alors, Charline, ce que vous dites sur le neuromanagement, c'est le chef d'entreprise, le responsable d'entreprise qui doit exécuter tout cela, ou alors c'est le psychologue qui doit l'aider dans ce travail-là? Alors, déjà le management, il peut commencer à réfléchir, parce qu'en fait, le neuromanagement, c'est d'abord sa position par rapport à sa manière de conduire son équipe. D'accord. Donc déjà, le manager peut se poser la question et se dire effectivement, bon, c'est vrai que la situation mérite un grand changement et un changement de fond. Pourquoi pas essayer justement de nouvelles méthodes, des méthodes innovantes. Et donc, déjà, il doit pouvoir s'analyser, voir justement dans sa manière de manager, qu'est-ce qui pourrait transformer, qu'est-ce qui pourrait améliorer. Et puis, donc, on va dire, il va faire l'avant-étude. Et puis ensuite, il peut s'adresser à des psychologues du travail, à des cabinets de conduite du changement, où justement, les professionnels vont l'accompagner à faire l'audit, à mettre en place de nouvelles processus pour pouvoir bien consolider son entreprise et redémarrer sur une nouvelle voie, parce que tout est à quelque chose de toute façon. Donc tout est bon quelque part à prendre, et puis c'est vrai que ces nouvelles méthodes ne sont pas tellement connues en Guadeloupe, mais c'est vraiment très intéressant de pouvoir s'y intéresser, parce que le fonctionnement, l'entreprise c'est l'humain, et le fonctionnement humain avec les neurosciences, c'est essentiel aujourd'hui pour innover son entreprise. Mais alors, ça peut commencer par un audit de responsabilité sociétale, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, donc, un audit de responsabilité sociétale des entreprises, donc la responsabilité sociétale, ça a été voté il y a maintenant quelques années, en 2008. C'est pour permettre en fait aux entreprises de pouvoir être, on va dire, plus dans le développement durable, faire attention à leurs salariés, c'est-à-dire à leur qualité de vie au travail, mettre en place aussi une gestion des risques psychosociaux. Et donc, il y a des entreprises qui accompagnent à cela. Donc, un audit est fait, effectivement, pour voir la température de l'entreprise, la température des équipes, et puis un certain nombre de mesures sont mises en place avec les professionnels. Donc, dans ces mesures-là, en général, c'est vrai que quand c'est une grande structure, on travaille avec les CHSCT, et quand c'est une petite structure, on travaille justement avec les managers, les directeurs d'entreprise. Donc, alors, le RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est par exemple une entreprise qui est beaucoup plus écologique. Une entreprise qui va faire attention justement à ne pas gaspiller trop de papier, à utiliser des véhicules beaucoup moins polluants, à aussi mettre en place une écoute de leurs salariés et également, pour finir, à, par exemple, là, à cause de la crise, par exemple, mettre tout ce qui est lié à la parole, des groupes de parole, des groupes d'échange au sein des structures. Donc, le RSE, c'est tout ce qui est justement pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Et donc, si je comprends bien, neuromanagement, il faut des neuropsychologues. Alors, pour le neuromanagement, oui, effectivement. Il faut que les professionnels aient été formés aux neurosciences ou à la neuropsychologie pour justement apprendre aux chefs d'entreprise comment utiliser ces nouvelles méthodes, ces méthodes qui sont innovantes. Donc, on met en place en fait toutes. Alors, il y a des outils, on va dire technologiques à mettre en place, et puis également il y a des méthodes. Donc, les managers, les directeurs d'entreprise, les managers sont formés à ces méthodes-là, et ensuite pour pouvoir accompagner leur équipe. Et même les équipes aussi sont formées à s'auto-booster, on va dire, justement en neuromanagement. Oui. Et vous êtes vous-même formé en neuropsychologie, j'imagine. Oui, je suis formée en neuropsychologie et en neurosciences également. Et j'utilise toutes ces méthodes-là justement pour accompagner les chefs d'entreprise et accompagner les managers pour mettre
remettre sur pied leur conduite du changement et puis repartir dans une nouvelle économie, une économie plus collaborative et plus consciente. C'est vraiment le dernier mot. Vous dites donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des neurosciences, c'est pas de la manipulation, non? Alors aujourd'hui, non, il ne faut pas avoir peur des neurosciences ni de la neuropsychologie. Après, ce n'est pas du tout de la manipulation, c'est utiliser en fait les nouvelles technologies comme on l'a fait pour l'informatique par exemple, comme on le fait pour toutes les nouvelles méthodes qui arrivent. Et en fait, pour justement être à l'écoute de ces équipes. Regardez tous les grands groupes, ça fait maintenant depuis plusieurs années, ils ont mis en place, par exemple Google, ils ont mis en place, ils ont recruté des chefs du bien-être au sein de leur entreprise, ils ont mis en place des espaces de jeu, des espaces pour faire la sieste, ils ont mis en place aussi des professionnels, par exemple des psychologues même au sein de l'entreprise pour être à l'écoute des salariés. L'idée, c'est vraiment pour mettre du sens en fait au sein de l'entreprise, il faut que le management autoritariste, en fait, on s'en rend compte encore plus avec le confinement aujourd'hui que forcément c'est pas ça qui fait fonctionner une entreprise. Donc mettre en place une nouvelle méthode pour que tout le monde soit dans une dynamique de l'entreprise, que l'entreprise devienne un lieu familial, un lieu qu'on s'approprie complètement. Est essentiel aujourd'hui. Je le dis, c'est vrai que je suis une passionnée parce que je sais que ça fonctionne, mais des grands groupes le mettent en place depuis des années. Leurs chiffres d'affaires ont bondi. Depuis que justement ils sont dans toutes ces nouvelles méthodes. Eh bien, on dira aux chefs d'entreprise qui vous écoutent de vous contacter éventuellement pour se lancer dans le neuromanagement et même dans l'entreprise où je suis, je dirais même à ma directrice d'utiliser les méthodes de neuromanagement. En tout cas, Cherline, on vous remercie pour cette conduite du changement. Pour les dirigeants, c'est important, neuromanagement, pour tirer parti des inconscients de l'entreprise. Voilà, on vous retrouve mardi prochain, Cherline. Inch'Allah. Voilà, 13h45 déjà, et c'est l'heure de la culture selon Martine. Tout de suite, Martine, on vous écoute, on vous retrouve avec plaisir. Aujourd'hui, jeudi, non, mercredi. Le soleil lève le matin, dans le ciel là, que tous les oiseaux ont guetté parce qu'ils ont content. Moi, quand j'étais comme ma prière, la vérité. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers téléspectateurs de ZCL, les auditeurs de Canal 10, C10, de RHT, bref, tous ceux qui nous écoutent et puis également au fan club. Je suis contente de vous retrouver à nouveau. Là, nous sommes dans le déconfinement, mais nous travaillons encore avec des enregistrements, mais très bientôt, on pourra se voir en direct, c'est promis, juré. Allez, tout de suite, le sommaire de ce nouveau numéro de CSM avec Martine. Nous allons parler d'art visuel, puisque en ce moment, visioconférence, exposition numérique, bref, ça vient dans tous les sens et c'est nécessaire puisque nous ne pouvons toujours pas vraiment aller dans les musées, ni aller au cinéma, ni même dans les restaurants. En tout cas, art visuel, je vais vous parler de Fuck West. C'est une exposition virtuelle qui se tient en ce moment. On en parle tout de suite. Je vous parlerai également de l'Archipel. Nous continuons avec l'Archipel qui a bien évidemment repensé son programme pour permettre à chacun de pouvoir se cultiver dans la bonne humeur. Et puis, je vais également parler avec vous d'un autre projet qui est celui de Mixar Antivirus. On parle d'initiatives artistiques, on parle des élèves et tout ça avec Mixar Antivirus. Et enfin, une petite surprise pour la fin, peut-être, si on en a le temps. En tout cas, on commence tout de suite. Je commence avec de l'exposition virtuelle. La semaine dernière, je vous avais parlé de l'expo qui se tient toujours jusqu'au 30 mai, grâce à Thierry Allais et donc à son atelier d'exposition à Ruche. Vous aviez une exposition qui était numérique.
Une nouvelle exposition numérique cette semaine voit le jour depuis le 7 mai et ce jusqu'au 30 mai. Mais celle-ci, c'est une exposition en 3D qui se tient et qui s'appelle Fuck Race. Je vais le dire comme ça. C'est du 7 au 30 mai et c'est une exposition de l'artiste François Piquet. Alors François Piquet, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un artiste qui vit en Guadeloupe, qui est basé en Guadeloupe, qui a beaucoup créé et certainement avez-vous eu la chance de voir ses œuvres qui sont de deux ordres. Par exemple, les collages qu'il faisait sur toutes les maisons, les vieilles maisons en Guadeloupe, donc des collages assez interpellants par les personnages qui étaient représentés, mais également des œuvres sculptées qu'il a réalisées également à partir du métal et de ce qu'il a pu trouver sur l'ancienne distillerie de Darboussier en Guadeloupe. Et donc là, il nous propose une exposition qui s'interroge sur comment dirais-je, sur la race et sur l'interprétation qu'on en fait. Et donc cette exposition Fuck Race, qui a commencé là, je vous l'ai dit, le 7 mai dernier, eh bien, est sur un espace virtuel. Vous vous y promenez comme dans une véritable galerie. Moi, j'y suis allée et évidemment, vous avez les tableaux qui sont accrochés au mur et vous pouvez vous y promener en 3D. C'est assez intéressant. Ce n'est pas nouveau, mais en tout cas, c'est en Guadeloupe l'une des premières fois, je pense, qu'on utilise ce système pour vous permettre d'y naviguer comme dans un véritable musée. Cette exposition qui nous est proposée par l'agence d'art qui s'appelle Christelle Anne Art. Elle est visible, je vous l'ai dit, jusqu'au 30 mai. Vous pouvez y aller directement par le biais d'un lien internet que je vous mettrai après sur ma page Facebook parce qu'elle est très compliquée à énoncer là et je risque de me tromper. En tout cas, elle est montée par la curatrice Régine Cusin qui est une spécialiste de l'art caraïbe qui a monté cette exposition. Et vraiment, moi, je suis allée naviguer dans cette exposition. Il y a bien sûr de très belles œuvres interpellantes et je vous l'ai dit, l'interprétation de François Piquet, c'est une interprétation ironique de notre société moderne et sur les races, la manière dont on définit les races et déformer le concept de la race au travers donc de sa vision. Donc voilà, une exposition que vous pouvez voir dès maintenant. Je vous donne quand même le site internet de François Piquet, c'est www.françoispiquet, Piquet avec un T à la fin.com et je vous mettrai les liens. Mon deuxième sujet, après donc cette exposition virtuelle, c'est toujours avec l'archipel. L'archipel qui est notre scène nationale, vous le savez, qui est situé à Basse-Terre. Et l'archipel, chaque semaine, nous donne à voir un certain nombre de choses. Et tout dernièrement, il y avait le festival Jeunesse qui vient de se terminer. Là, ça s'est terminé le 10 mai dernier. Et cette semaine, eh bien, il vous propose à nouveau une rencontre cette fois-ci. Mais c'est une rencontre confinée qui se tiendra le jeudi 14 mai sur les réseaux sociaux. Vous pourrez la voir. Elle est entre le directeur de l'archipel, donc Monsieur Poumarou, et le directeur de l'archipel de la Martinique, donc Manuel Césaire, tous deux directeurs, donc Manuel Césaire est le directeur de Tropicatrium à la Martinique, c'est la scène nationale de la Martinique, et donc c'est l'échange croisé entre ces deux directeurs, entre ces deux scènes nationales, celle de Guadeloupe et celle de Martinique, pour nous aider certainement à mieux comprendre le principe de ce label, qui est celui donc de la scène nationale, mais également quel est leur cahier des charges, les missions et les contraintes qui sont celles d'une scène nationale, ainsi que de prendre la mesure des difficultés qui sont les leurs aujourd'hui avec cette crise sanitaire, et puis également comprendre comment c'est lié au territoire de chacun, comment on fait les choix également certainement des programmes qui y sont proposés, et les collaborations et les synergies qui sont possibles par rapport à la mise en place donc, de tous ces programmes. Donc ils nous invitent tous deux à venir les écouter pour parler donc de ces scènes nationales au travers d'une rencontre confinée, encore une fois, mais qui vous permettra d'en apprendre davantage sur ces labels, sur ces scènes nationales que sont celles de Guadeloupe et de Martinique, comment cela fonctionne, comment les programmations sont faites. Donc vous saurez tout après cela et vous ne pourrez pas ne pas aller voir les programmations qui vous sont proposées sur ces scènes nationales parce que c'est un travail à la fois de collaboration, un travail bien sûr créatif, mais c'est aussi aller voir nos artistes et des artistes qui viennent d'ailleurs, qui nous proposent des programmes toujours très intéressants et qui ont été réfléchis et pensés pour nos territoires.
Enfin, mon troisième sujet aujourd'hui, il s'agira d'un sujet qui est un petit peu plus long, puisqu'il parlera cette fois-ci des enfants, des plus jeunes, élémentaires et lycées. Vous savez qu'ils ont été confinés très longtemps, vous savez que là, le retour à l'école s'est fait, bien sûr, mais il y a encore des difficultés. Et une association qui s'appelle Mixar, qui est basée donc en France hexagonale, a proposé un programme éducatif qui s'appelle Mixar Antivirus, et ce programme qui est une initiative citoyenne et artistique qui est destiné aux élèves qui sont ceux donc de l'élémentaire et du secondaire. C'est un projet à la fois éducatif pour promouvoir la pratique artistique et culturelle des élèves dans un contexte de crise sanitaire. C'est aussi un programme qui a reçu l'aval du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et vous pouvez aller voir un petit peu plus de ce programme sur un site qui s'appelle Educsol, EDUSCOL, et DUSCOL, pardon. Donc vous en saurez un peu plus. Mais donc ce programme, je vous l'ai dit, qui s'adresse aux lycées et aux élémentaires, propose aux élèves d'avoir un regard croisé avec leurs enseignants d'une part, et de prendre part donc au niveau national, européen et local, puisque la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont concernés, donc entre des jeunes et des artistes. C'est une sorte de prise de parole, mais au travers d'un support artistique. Donc ça peut être le dessin, ça peut être le street art surtout, mais ça peut être des vidéos, cela peut être également de la poésie. Donc tous les moyens d'expression qui peuvent être proposés donc sont là à leur disposition sur les médiums qu'ils souhaiteront, c'est-à-dire les supports qu'ils souhaiteront aussi, du papier, bref, tout ce qui peut exister. Et donc c'est une expression artistique qui s'appuie sur 4 principes. Chaque élève est invité à réaliser une production, donc sur le support de son choix, de type de production de son choix. Un collectif d'artistes européens, donc y compris, je vous l'ai dit, de la Guadeloupe, donc street art et d'autres arts à leur tour, se mobilisent déjà en ce moment pour réaliser des œuvres originales et des tutoriels pour permettre de guider les élèves et les enseignants. Et tout ça pour les accompagner dans ce travail éducatif et artistique. Et enfin, toutes les œuvres qui vont être réalisées par les artistes vont être mises en temps réel sur une plateforme. Cette plateforme, donc, elle est visible pour les élèves et les professeurs, et ça permettra aux élèves de partager les œuvres qui ont été réalisées par les artistes, mais également sans doute d'aller chercher là des idées, des moyens d'expression qui leur permettront à leur tour de réaliser des œuvres. Voilà, donc l'idée c'est de faire bloc avec les élèves contre l'épidémie du Covid, de prévenir ce sentiment d'isolement que provoque le confinement, d'éviter la rupture avec le lien éducatif, bref, un message d'espoir au travers du médium artistique. Donc on fait appel à des artistes, moi je fais appel à des artistes en Guadeloupe. Pour cela, je donne mon numéro de téléphone 06 90 13 70 73, et sur ma page Facebook, vous aurez tous les renseignements. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, c'est déjà fini, et on se retrouve très très vite donc dans le CSM avec Martine. Bonne semaine, prenez soin de vous. Bye bye. Voilà, c'était Martine Fazer en direct du Moule pour sa chronique, le CSM, chronique culturelle selon Martine. Il est pratiquement 13h56, on va se quitter. On a reçu ce midi en direct de Saint-Martin Inès Bouchot-Choisy, la directrice du comité territorial du tourisme de Saint-Barthélemy, avec elle on a fait un petit peu le tour de la question du tourisme à Saint-Martin, tourisme durable pour ces îles de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Désormais, il va falloir sérieusement y penser. Ensuite, on a reçu Maëlle Colombe, elle est orthophoniste, elle est venue pousser un cri de détresse puisque les orthophonistes sont en difficulté, il n'y a pas ni masque, il n'y a pas ni vêtements, il n'y a pas ni rien pour faire travail là. Et bien sûr, l'ARS ne peut pas venir en aide pour l'instant. Bien que ce soit une profession médicale, mais elles n'étaient pas prioritaires par rapport aux infirmières, par rapport aux médecins. Donc les cabinets sont fermés et les orthophonistes, on en a besoin pour la rééducation vocale des adultes, des enfants, etc. Mais ils ont aussi besoin de masques. Et puis, nous avons reçu, comme chaque jeudi et chaque mardi, Cherline Gourdet, psychologue, avec elle on a parlé de neuromanagement. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. C'est important. Pour tirer parti des inconscients de l'entreprise. Et peut-être que faudra-t-il que les chefs d'entreprise qui nous regardent désormais soient un petit peu plus informés sur le neuromanagement, parce que c'est très important pour bien diriger son entreprise. Et puis, on vient de terminer avec Martine Fazer. Sinon, on est allé quand même faire un petit tour dans la rue avec président du conseil régional et président de la CCI qui continuent leur visite d'entreprise en essayant
étant de limiter le choc social, c'est-à-dire qu'après le confinement, beaucoup d'entreprises guadeloupéennes auront des difficultés et ont déjà des difficultés. Certaines réouvriront, mais d'autres on ne sait pas encore. Et puis on a vu comment ça se passe chez eux. Quoi faire? La réalisation était assurée par Zébris, malgré les problèmes de l'application. Nous réussissons à faire quand même. Zébris, ça a tourné bien avec Naïl, qui était en soutien technique, comme d'habitude, comme tous les jours. Demain, on se revoit, on reçoit M. Jean-Claude Nelson. Jean-Claude Nelson, c'est le président de la commission tourisme du conseil régional. Avec lui, on va parler de culture, pas de tourisme, de culture, puisque la question se pose de plus en plus, quelle culture après le Covid? Voilà, il finit, puis je donne rendez-vous demain à la même heure. Bye bye. Thank you.